Bonjour Nicolas Stocker, comment allez-vous? Ça va très bien Arnaud, bonjour mon cher Arnaud, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous allons faire une petite introduction, le temps que notre invité, qui n'est autre que Laurent Henninger, que vous connaissez, que vous appréciez sur Radio Courtoisie, eh bien, réussisse à se connecter, à s'arrimer au studio virtuel de cette émission de Radio Courtoisie. Je remercie donc à la technique Arnaud pour la réalisation de cette émission, pour tout ce qui concerne vos remarques, observations, questions qui ne manqueront pas d'intervenir durant cette émission. Eh bien, vous nous envoyez, puisqu'il n'y a personne au standard aujourd'hui pour cause de travaux. Nous avons de plus en plus de beaux studios et de beaux bureaux, un instrument de travail rénové, et c'est grâce à vous, chers auditeurs, et à vos dons, bien sûr, que nous pouvons rénover ainsi petit à petit l'ensemble des bureaux de Radio Courtoisie. Donc pas de standard ce matin, mais par contre, vous aurez, chers auditeurs, la possibilité de nous envoyer des courriels électroniques. Et nous ne manquerons pas donc, avec Laurent Henninger, qui est l'invité, de répondre à vos questions. Alors, le sujet du jour, Arnaud vient de vous le communiquer. Il s'agit de ce chaos mondial, de ce chaos en particulier occidental. Et j'ai hésité d'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur le titre, entre chaos mondial ou chaos occidental. Parce que finalement, l'Occident s'est cru longtemps le monde et il ne l'est de moins en moins. Et dans ce petit village de montagne en Suisse, à Davos, il pensait une époque pas si lointaine, être dans cette espèce de mondialisme, ce globalisme, de plus en plus déconnecté, de plus en plus en crise, finalement, et qui n'est plus le monde, qui l'est de moins en moins le monde à Davos. Et ce qui est le plus gênant, je dirais, pour le monde occidental, c'est qu'il est aujourd'hui divisé. Il n'a plus cette belle unité et l'arrogance oligarchique mondiale. Nous l'avions encore il y a quelques années, le bon docteur Klaus Schwab et son agenda, ses agendas, dont l'agenda 2030. On pensait que le monde était scandé justement par ce cœur battant de l'Occident qui était le Forum économique mondial de Davos. Ce n'est plus le cas. Klaus Schwab est parti avec fracas. Larry Fink, le patron de BlackRock, lui a succédé. On peut dire que le Davos aujourd'hui est un Davos réformé, mais sans révolution véritable. Et ce Davos a accueilli celui qui fut la vedette indéniablement de ce forum, qui n'était autre, il est venu avec énormément de conseillers, avec une armada, non pas l'armada qui fond actuellement sur l'Iran, mais une armada de conseillers, c'était Donald Trump. Et Donald Trump, pendant pratiquement 2 heures, a fait la leçon aux Occidentaux, a fait la leçon à tous ceux qui étaient, aux Européens en particulier, qui étaient à Davos, comme avait pu le faire en février de l'année dernière, J.D. Vance à Munich, en disant que l'Europe n'était plus reconnaissable. Des endroits de l'Europe étaient même devenus totalement méconnaissables. Il parlait entre autres des questions liées à l'immigration, liées à la civilisation, liées à la culture, à l'abandon de cette civilisation, de cette culture. Il semblerait que Trump ait même fait des pressions à Davos pour éviter toute thématique liée au woke. Il n'en voulait pas. Il est en train de mener une guerre au woke aux États-Unis, Donald Trump, et il est probablement en train de la gagner d'ailleurs, celle-ci, tout du moins. Donc voici un Trump qui est disrupteur, un Trump qui n'a pas épargné les Européens. Il faut dire qu'il y avait juste auparavant, et il y avait, je dirais en même temps que Davos, la crise au Groenland, les revendications territoriales de souveraineté de l'Amérique vis-à-vis de ce protectorat danois qui est le Groenland, ce bout de glace, et que Trump ne comprenait pas que dans leur grande ingratitude, ceux qui avaient profité des largesses durant ces dernières décennies des États-Unis d'Amérique ne soient pas tout de suite dans l'acceptation justement de céder, de rétrocéder le Groenland aux États-Unis d'Amérique. Donc des tensions qui ont été importantes,
Nous sommes aujourd'hui plutôt dans l'apaisement sur ce sujet, mais néanmoins, cela montre de très fortes divisions. Le lien transatlantique est profondément abîmé. Ça veut dire que l'Union européenne, telle qu'elle était pensée, en tout cas par les États-Unis, il faut bien l'admettre, comme l'OTAN aujourd'hui, eh bien, sont en question. C'est un point d'interrogation autour de la question de l'OTAN et autour de la question de l'Union européenne dans sa relation avec l'Amérique, avec le tuteur américain, avec le maître américain. D'ailleurs, et ce n'est pas seulement le fait des Américains, mais aussi d'un état d'esprit, d'une mentalité qui était celle de serviteurs et peut-être même demain d'esclaves des États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que l'on peut imaginer une partie de la suite et de l'avenir. Donc, une crise forte au sein même d'un monde occidental et un monde tout court, eh bien, qui n'attend plus nécessairement beaucoup de Davos. Le basculement du monde, il s'est fait en 2024 à Kazan avec les BRICS, indéniablement, qui ont été un moment de bascule du monde. Et comme le conflit en Ukraine aussi marque une rupture avec l'Eurasie, avec l'Asie et avec la Chine, avec des pays comme l'Inde, des pays comme la Russie, qui n'étaient pas à Davos et aujourd'hui qui n'attendent pas de Davos que Davos leur dicte leur conduite, que ce soit sur le plan économique, financier, culturel ou civilisationnel. Le monde est en train de devenir multipolaire, que les élites globalistes l'acceptent ou le rejettent. C'est un fait mondial difficile à contester aujourd'hui. Voilà un petit peu les éléments d'introduction que je souhaitais mettre en avant. Et je pense que mon invité, Laurent Henninger, est maintenant parmi nous, joint au téléphone. Bonjour mon cher Laurent et bienvenue dans ce Libre Journal. Merci, bonjour mon cher Nicolas, désolé pour les incidents techniques. Ah, mais je vous vois même, donc vous êtes bien présent en studio virtuel, c'est formidable, très très bien. Gracias. Formidable, Laurent. Alors, Laurent Henninger, donc, que je ne présente plus, en tout cas sur Géopolitique Profonde, sur Radio Courtoisie, vous êtes déjà intervenu. On rappelle que vous êtes, entre autres, un historien militaire aussi. C'est une de vos grandes compétences. Et puis, vous faites de l'analyse et de l'analyse géopolitique. Et on va avoir besoin de vos lumières dans cette espèce de chaos occidental actuel. J'aimerais peut-être que, pour commencer, Laurent, vous nous plantiez un petit peu le décor et vous nous expliquiez votre analyse finalement de cette séquence, je dirais, de Davos. À Davos, on se disait, Trump va arriver, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, il va tout casser. Ça n'a pas été exactement ça, mais en tout cas, il y a des fractures ouvertes un peu partout aujourd'hui, au sein même de l'Occident. Ah oui, évidemment. Vous savez, pour planter le décor, il faut commencer par planter le macro-décor. Et là, c'est l'historien qui vous parle. Nous sommes entrés véritablement dans une période d'accélération de l'histoire. Hein, ça arrive de temps en temps. Hein. Heureusement qu'on ne vit pas tout le temps dans de l'accélération de l'histoire, sinon on deviendrait dingue. Mais là, on est dedans, hein, en plein. Donc, il va y avoir des recompositions, comme on dit. Il va y avoir vraiment du changement en profondeur. Et il faut savoir naviguer dans les périodes d'accélération de l'histoire. Hein. Il faut se montrer un peu plus souple dans la tête, hein, intellectuellement, que dans les périodes où l'histoire est relativement calme, relativement fixe. Elle n'est jamais totalement, bien sûr, mais bon, et où on peut se reposer sur des certitudes, se laisser aller à la psychorigidité, etc. Là, il faut être souple. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que pas mal de gens soit deviennent fous, soit, comment dire, sont complètement paumés. Hein, Ouais. parce que ce sont des gens qui sont pas souples. Et qui craquent, hein, littéralement d'ailleurs. Il ne faut pas avoir la nuque trop raide, comme le signifiait voilà, l'Ancien Testament. exactement. Et bon, bah
il y a des centaines de forces différentes qui tirent dans des directions différentes, ou qui poussent dans des directions différentes aussi, y compris alors qu'elles étaient jusqu'à présent dans les mêmes camps. C'est là que des contradictions et des conflits potentiels qui étaient mis en sommeil, bâillonnés depuis des décennies, reviennent, se réveillent. Oui, C'est là qu'il y a, comment dire, des crises également au sens des, des, des haussements de voix qui peuvent laisser présager d'un conflit, mais pas toujours, parce que certains de ces haussements de voix sont très réels, masquent une vérité, enfin, s'appuient sur une réalité tout à fait forte et qui peut dégénérer. D'autres, attention, peuvent être du jeu tactique. oui, Je fais ma grande gueule, je fais mon méchant. Vous savez, comme dans les interrogatoires de police, où il y a good cop, bad cop, hein, bien sûr. où je fais le méchant pour obtenir ce que je veux. Et alors, il est évident qu'avec ce que je commence à dépeindre, en ce moment, le premier auquel on pense, c'est Trump. Alors exactement, voilà. Est-ce que ça, c'est vraiment une question justement, il vient tout de suite, hein, quand on parle de ce chaos occidental, tout de suite on a à l'esprit Donald Trump. Entre le stratège et le tacticien, est-ce que c'est la tactique qui évolue chez Trump et a-t-il seulement une stratégie? Je pense qu'il a une stratégie, oui, mais elle sera insuffisante, je pense aussi, par Oui. rapport à la crise qui attend l'Amérique. Et je vais m'expliquer là-dessus, hein. Bon, il faut laisser tomber, il faut laisser de côté tous les discours qui s'en prennent à Trump, en le ridiculisant, en le faisant passer pour un gros lourdeau, etc. Mhm. Même s'il y a tout un tas d'aspects de sa personnalité qui sont effectivement pas très raffinés, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sur d'autres, c'est quelqu'un qui peut être très fin. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut savoir avant tout pour Trump, c'est que c'est pas un politicien américain comme les autres. Non. C'est un milliardaire qui a fait sa fortune dans l'immobilier new-yorkais, c'est-à-dire un monde de requins, qui est un monde très dur, souvent à la limite des méthodes mafieuses. Oui. Oui. Donc, il faut être très dur dans ce monde-là. Il faut être très dur, mais à la fois très fin et très rapide. Et faire du bluff, il y a un côté poker, hein. C'est une banalité de ce que je dis là, mais il y a un côté poker. Donc, il y a un côté, je fais beaucoup de vent, je parle très fort, je fais des menaces, c'est très théâtral, etc. Mais effectivement, c'est pas les batailles à fleuret moucheté des salons littéraires du 18e, hein. On n'est pas dans ce monde-là, hein. Là, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il se comporte comme quelqu'un qui vient de lancer une OPA hostile, Oui. hein. C'est la même chose pour lui. Bon. Et puis, il a compris que dans ces périodes d'accélération de l'histoire, bah, quelqu'un qui parle fort, qui change d'avis toutes les 5 minutes, en fait, qui donne cette impression, Oui. plus exactement, et de passer pour Mhm. le fou au sens du fou de la cour, hein, du fou du roi, c'est un atout. Mhm. Tout a fortiori quand on a des gens extrêmement faibles et minables en face de soi ou à ses côtés. Les Américains ont une expression dans leur langue pour décrire ce qu'il convient de faire
dans les situations où il y a des blocages, et ça vient du monde du poker, une fois de plus, cette expression, il faut to kick over the table. Il faut donner un coup de pied dans la table et la renverser. Mmh. Et alors, du coup, bien sûr, tout le monde est choqué, la table est renversée, les cartes et les jetons sont mélangés. Enfin, vous voyez, c'est... Tout à fait. bon. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Je veux dire, le fait qu'il s'attaque à cette histoire du Groenland quelques jours après avoir fait son coup au Venezuela. C'est bien vu. On parle pratiquement plus de Maduro et du Venezuela depuis qu'il y a cette affaire de Groenland. Bon. Et si l'affaire du Groenland est réglée, il trouvera autre chose rapidement. Tactiquement, jusque-là, c'est sans faute. Il se permet, il fait d'une pierre deux coups, je pense, dans cette histoire de Groenland. 3 coups, donc, même. D'une part, plus personne, pour l'instant, ne vient le chercher sur la question du Venezuela. Deuxièmement, même s'il n'annexe pas dans un premier temps le Venezuela, le Groenland, pardon, même s'il ne réussit pas véritablement à l'annexer tout de suite, je pense qu'il l'annexera tôt ou tard dans un futur X. Ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça peut être 15 ans, mais à la limite, peu importe. Il va obtenir des concessions pour des droits supplémentaires et pour des exploitations minières. Il va obtenir tout un tas de concessions, bien évidemment. Et puis, d'une pierre 3 coups, c'est qu'il met ses partenaires valets européens c'est la panique dans le poulailler. Avec la menace aussi de leur infliger des droits de douane supplémentaires, plus 10, plus 25%, pour finalement y renoncer. Oui, mais ça aussi, ça fait partie des trucs que j'avance pour rendre l'adversaire fou, et en fait, j'avance ailleurs. Vous voyez, c'est une stratégie du fou, c'est très marrant, d'ailleurs, à voir. Au passage, il se permet de se faire plaisir, comme à Davos, où il se moque ouvertement des lunettes de soleil de Macron, enfin des choses du genre. D'une certaine façon, c'est assez plaisant à regarder en tant que spectateur. C'est drôle. Il y a un spectacle qui est... Et alors, vous voyez donc plutôt cet aspect-là, c'est-à-dire un Trump qui est à l'offensive, qui zigzague entre des tactiques fluctuantes, mais avec une stratégie, en tout cas, qu'on va interroger, à savoir si elle est assez solide et si elle a une chance de s'imposer. Mais en tout cas, sur le plan tactique, c'est un bon joueur de poker, c'est un bon boxeur, c'est un bon catcheur, peut-être même, il assure le spectacle. Parce que c'est pas ce qui nous est présenté. Je lisais ce matin un article particulièrement flagorneur dans un journal que je ne citerai pas, expliquant que Macron était un véritable, montrait toute sa capacité d'homme d'État en matière internationale, qu'il tenait tête et qu'il allait d'ailleurs terminer son second mandat en tenant tête à Trump, qu'il avait réussi justement à s'imposer, alors que moi je vois plutôt des jappements de chihuahua avec ces Européens. Eh bien, certains disent non, pas du tout. Trump a reculé sur le Groenland. Et c'était grâce à la détermination des Européens. Il y a des Européens qui croient à leurs mensonges suffisamment pour dire cela. C'est de l'auto-persuasion, c'est ce que les Américains appellent du wishful thinking, c'est-à-dire je cherche l'expression en français, c'est croire en ses propres rêves. Et puis là aussi, on sent le journaliste valet qui tente à se rattraper aux branches ou à faire en sorte que son maître se rattrape aux branches, mais il est quand même en train de tomber. Donc, d'ailleurs, Trump a lancé une petite phrase à un moment dans une de ses conférences de presse, je ne sais plus si c'était à Davos ou après,
où une journaliste manifestement française lui demande est-ce que vous serez là à la prochaine réunion du je ne sais pas trop quoi à Paris hein et Trump répond du tac au tac non. Non, je n'y serai pas car Emmanuel n'y sera que très peu. Très peu de temps Pas du encore. tout. Et ça, il laisse planer derrière cette réponse rigolarde, il laisse planer l'idée que Macron d'ici là sera démis. Ah, c'est sûr, parce que normalement, il lui reste 1 an et demi, hein, Emmanuel Macron, à la tête de l'État français, et c'est vrai que Trump dit, mais il ne sera plus là dans quelques mois. Voilà, Ça peut laisser planer le doute. voilà. Donc, donc c'est pas mal. Hein, alors on peut se dire aussi que de toute façon, parce qu'il ne faut pas non plus placer Trump dans un état dans une position de démiurge absolue, hein, l'est pas. Mais il a quand même un embryon de stratégie, je pense. Oui. Alors j'ai entendu deux hypothèses intéressantes ces derniers temps, parmi les différents commentateurs français qui sont plutôt du camp de la dissidence, on va dire, vous voyez, de délicats euphémismes. Certains, par exemple comme Charles Gave, dit il est dans une situation où il essaye d'extraire les États-Unis de leur gang d'empire planétaire dont il faut se débarrasser pour effectuer une mue en direction d'une recomposition uniquement sur la nation américaine. Bon, l'idée est intéressante. J'ai entendu une autre idée intéressante qui a été exposée sur GPTV par Alain Soral, qui dit en fait non, c'est pas uniquement la nation sur laquelle il entend se recomposer, c'est plutôt qu'il veut passer d'un empire mondial dont manifestement les États-Unis n'ont plus les moyens. Hein. Ils n'ont plus les moyens, ils vont plus être. De toute façon, ils ne sont plus l'hyperpuissance planétaire. Il y a des pays qui peuvent commencer à leur tenir tête, ce qui ne veut pas dire systématiquement gagner une guerre, hein, mais ça sera de moins en moins facile pour les Américains de gagner. Il y a d'autres États qui montent en puissance, l'économie se transforme, etc., etc. Mais ils voudraient se reconcentrer sur un empire continental. C'est-à-dire que les Américains appellent l'hémisphère occidental, c'est-à-dire les deux Amériques, de l'Alaska à la Patagonie. Vous voyez d'où le coup du Venezuela, pour en fait se recentrer sur une Amérique qui reviendrait à la bonne vieille doctrine de Monroe à la lettre. Moi, je pense que cette hypothèse est bonne, elle me convainc assez. Oui. L'avenir va nous dire, et on ne va pas forcément avoir à attendre 15 ans ou 20 ans pour le savoir, mais j'opterais pour cette solution-là. Et puis aussi continuer à contrôler parce qu'ils n'oublient pas qu'ils sont une thalassocratie, c'est-à-dire une puissance maritime. Ils entendent bien continuer à contrôler des points des choke points, c'est-à-dire des points d'étranglement maritimo-côtiers qui vont permettre de maintenir un tel empire continental, c'est-à-dire Panama, quitte à le reprendre complètement. Oui. Et également ce qu'on appelait à la grande époque des explorateurs au 19e siècle le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire le passage de l'Atlantique au Pacifique. Oui, bien sûr. Il y a un passage qui le serpente entre les îles canadiennes, les îles de l'Arctique canadien, tout au nord, vous voyez. D'où également des pressions sur le Canada. Absolument. D'ailleurs.
hein, en menaçant eux aussi de les conquérir et de les D'une annexion partielle. Et des responsables américains sont en train d'en parler actuellement. On a l'impression qu'après le Groenland, eh bien, ça va être le tour du Canada ou d'une inclure. partie du Canada. Et comme pour le Groenland, si ça se trouve, en fait, il n'obtiendra pas la réunification, même de force, du Canada aux États-Unis, mais de toute façon, les Canadiens sont déjà un État le Canada est déjà un État qui est complètement dans l'orbite américaine, donc il n'y a pas un véritable besoin absolu, impératif de l'intégrer dans les États-Unis. Hein. Ils peuvent redemander des bases, ils peuvent accroître leur mainmise sur l'appareil d'État et l'appareil de sécurité canadienne, et puis voilà. Mais enfin, ils resserrent. Vous savez, c'est aussi un principe de négociation. Hein. Pour être sûr d'avoir ça, Oui. hein, c'est aussi bête que ça. Hein. C'est des principes de Maquignon, hein, qui négocient dans une foire au béton en province. Il n'y a pas besoin d'être un immense intellectuel écrivant des livres incompréhensibles pour comprendre ce genre de phénomène. Voilà, maintenant, est-ce que je pense qu'à court terme, tout cela va réussir. Maintenant, il y a aussi, il fait face également à des pressions et des conflits internes aux États-Unis, Trump. Hein. Donc, je sais que j'ai constaté que depuis quelque temps, l'appareil du Parti républicain a lancé une offensive très sournoise en faisant courir des bruits, etc., contre J.D. Vance, donc le vice-président, disant que J.D. Vance et Trump, ça y est, ils ont rompu leurs relations. Trump répudie Vance, etc., etc., ou le met au placard. Bon, etc. C'est possible, mais c'est possible aussi que ce soit faux. Oui. Vous voyez, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de faits véritables, on ne peut pas véritablement le savoir. Vance, pour moi, Vance et Tulsi Gabbard, de toute façon, sont mes petits chouchous au sein de l'administration Trump. Donc, c'est vrai que si ça s'avérait vrai, je serais attristé. Mais Ça voudrait dire que Trump rompt avec le MAGA, avec le Make America Great Again, qui est un exactement, mouvement qui l'a porté au pouvoir. Donc c'est peu probable. Moi, je pense alors, que c'est peu il essaie. probable. En même temps, il y a quand même des possibilités. Bon, Tulsi Gabbard n'entend plus beaucoup parler depuis quelques années. Manifestement, elle n'a pas réussi, je pense, hein, c'est très présomptueux ce que je m'apprête à dire, mais c'est un peu mon pifomètre qui parle. J'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi à véritablement verrouiller et mettre la main et s'imposer comme la véritable chef de la Des services américains. en général. Ouais. C'est vrai que c'est une tâche rude et que c'est pas évident politiquement de s'imposer comme étant leur véritable chef. Donc au moins cette fraction-là de l'État profond américain n'est pas encore complètement comment dire, verrouillée, matée. Vous voyez. Donc, bon, on peut supposer que là aussi, il y a des forces contre lesquelles Trump doit lutter. Hein, et je pense qu'il lutte contre ces forces-là de la même façon, en grande partie, qu'il joue sur l'échiquier international, avec tout ce qu'on a dit il y a quelques instants. Ça doit être un mélange de recul, de vrai recul, de faux recul, d'avancées, de coups de gueule, de négociations de bout de chandelle, etc., etc. Ça, c'est pour Trump. Il serait intéressant de savoir ce qui se passe en Russie en ce moment.
Parce que autant le gouvernement russe apparaît comme étant ferme comme un roc, et avec une stratégie claire, nette et précise, mais eux aussi bougent. On le voit sur l'affaire ukrainienne, et même sur l'affaire iranienne d'ailleurs, ou même sur l'affaire vénézuélienne. Ils ont gueulé très fort, mais là, ils gueulent beaucoup moins. Sur l'Ukraine, ils avancent dans tous les sens du terme, hein, aussi bien militairement sur le terrain que dans les non-négociations qui se déroulent. Mais c'est ceux qui semblent les plus fermes pour l'instant. Les Chinois également. Voilà. Et là où c'est la pétaudière, c'est l'Europe, c'est clair. C'est vraiment l'Europe. Tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau de l'OTAN, c'est la pétaudière. Ils savent pas ce qu'ils disent, ils changent d'avis toutes les 2 minutes, mais là c'est pas du jeu et du bluff à la Trump. C'est réellement qu'ils sont paumés, c'est la panique. C'est la panique. Merz, qui il y a encore 10 jours était à l'avant-garde de tous les discours avec Macron et Starmer, disant à peu de choses près qu'il fallait déclencher une nouvelle opération Barbarossa sur la Russie. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Là, de plus en plus, essaye de pédaler dans l'autre sens et de faire d'énormes clins d'œil en direction de Poutine. Bon, il y a que même Macron a joué sur les 2 tableaux ces tout derniers jours. Le seul qui paraît un peu, comment dire, comme un roc sur ces questions-là, c'est Starmer. Mais oui, celle-là, une russophobie chevillée au corps. Il y a un rejet, voilà, de la Russie, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est ça. En plus, les Russes, de leur côté, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peu importe, ça se trouve, c'est des gros intox, n'arrêtent pas de dire que ces derniers temps, ils n'arrêtent pas de bombarder des positions ukrainiennes, des quartiers généraux ukrainiens, des centres de commandement ukrainiens, et de trouver dedans des dizaines de cadavres de conseillers militaires anglais. Oui. Donc là, on sent qu'il y a un jeu pervers entre Londres et Moscou. Oui, oui, ben, alors là, sur le plan historique, c'est quelque chose qui est une constante de l'histoire, que ce rejet. Ben, c'est de l'histoire de ces 2 derniers siècles. Hein. Oui. C'est pas l'histoire sur la longue durée historique. Hein. C'est sur 2 siècles. Je dirais c'est depuis 1815 hein, c'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient parfaitement alliés contre Napoléon. Où Napoléon a cessé d'être un problème, la Russie et l'Angleterre sont restés tout le long du 19e siècle à se regarder en chien de faïence, et même quelquefois à se taper dessus, d'ailleurs, on l'a oublié. Hein. Donc voilà, et puis comme je dis aussi, ça c'était l'époque de la Russie tsariste. Alors vous imaginez à partir de 1917-18 où la Russie en plus est devenue communiste, alors là pour les Anglais c'était c'est une crise d'apoplexie. Hein. Donc, alors ils sont retrouvés alliés en 14, ça n'a pas duré longtemps, mais et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vraie alliance, mais à peine la guerre était terminée, d'ailleurs elle n'était même pas terminée, que Churchill proposait déjà aux Américains de lancer, une fois Hitler mort et une fois l'Allemagne ayant capitulé, Churchill a proposé aux Américains, les historiens l'ont découvert il y a quelques années, en fouillant les archives, a proposé aux Américains de continuer la guerre sur leur lancée, de reprendre les troupes allemandes avec eux et de se lancer contre l'URSS dès le printemps 1945. Churchill a souhaité ce plan-là. Les lui ont dit tu te calmes, il est hors de question qu'on fasse ça. Et voilà. Et les Américains ont eu raison d'ailleurs, parce que ça se serait très mal terminé. Pour la Russie, ça se serait sans doute très mal terminé aussi d'ailleurs.
Mais pour l'Angleterre en particulier, Churchill dans un cas comme ça, Churchill n'aurait pas pu se lancer dans une telle entreprise, car il y aurait eu une insurrection du peuple anglais, j'en suis persuadé. On ne pas se lancer dans un délire de gens. Voilà. Mais hors cela, oui, il y a une vraie opposition profonde entre non pas l'Angleterre dans sa totalité en tant que nation et tout ça, mais des oligarchies dirigeantes britanniques à l'égard de tout ce qui est russe. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors, les auditeurs, qu'est-ce que les auditeurs nous disent? Un auditeur n'est pas content de la comparaison avec le jeu de poker. Mais enfin, Trump n'est pas un joueur d'échecs, cher auditeur, non plus. Donc, je pense que le jeu de poker, ou peut-être même, on parlait de sport pugilistique, voire même de catch, semble plus adapté à la tactique trumpienne qu'on trouve cela réjouissant ou pas d'ailleurs, à la stratégie fine d'un Poutine qui est en effet, lui, un joueur d'échecs, on est bien d'accord. Oui, bon, on peut supposer que dans l'équipe de Trump, il y a des gens qui jouent bien aux échecs et qui peuvent lui souffler de temps à autre un coup ou une succession de coups qui puissent être comparables ponctuellement aux échecs. C'est pas complètement inimaginable. En revanche, ce qu'ils ne sont pas, ce sont des joueurs de Go. Hein, vous savez, ce fameux jeu asiatique, chinois. Qui est un jeu de positionnement encore plus fin que les échecs et encore plus tout en ayant des règles. C'est ça la beauté de ce paradoxe qui est très asiatique d'ailleurs, tout en ayant des règles beaucoup plus simples que les échecs. Oui. Mais voilà, bon. Mais si, la comparaison avec les échecs, alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, hein, dit la sagesse populaire, bien évidemment, mais tout de même, ça... Si, en plus, le poker, cette mentalité, cette façon de faire du poker, elle est véritablement ancrée, intériorisée dans la psyché américaine, notamment dès qu'il s'agit d'action et d'adversité, dès qu'il s'agit d'action, pas simplement pour courir un 100 mètres, mais d'action où on est face à des gens qui ont une stratégie qui ne va pas dans votre sens. Donc, que cet auditeur ne s'offusque pas aussi rapidement, il y a vraiment des choses qui relèvent du poker complètement, ou alors qu'il nous donne des exemples plus précis. Oui, on est bien d'accord, Laurent. Donc, ces Européens, justement, ces Européens se divisent. Il n'y a finalement aucune unité européenne. Le moteur, le couple franco-allemand, c'est une imbécilité. On l'a encore vu dernièrement avec le Mercosur, entre Merz qui veut une application immédiate du traité et les Français qui, eux, veulent que le temps de l'examen par la justice européenne puisse passer. Ça peut mettre d'ailleurs des mois et des mois avant qu'il y ait un rendu, ce qui a comme conséquence de mettre en veille le traité du Mercosur. C'est un exemple parmi de multiples exemples où il n'y a pas d'accord. Lorsqu'on nous expliquait que sur le plan des droits de douane, Macron voulait appliquer le fameux bazooka, là, cette espèce de loi anti-coercition sur le plan justement commercial. Encore une fois, il faut des médias très flagorneurs pour imaginer que la France peut, à elle seule, commander la politique européenne. Mélanie, par exemple, pour ne citer qu'elle, avec des Anglais qui, eux, n'en veulent pas non plus, et des Allemands beaucoup plus hésitants qu'on l'imagine, ne veulent pas de cette arme anti-coercition. Et ça, ce n'est que Macron. Donc en fait, la France, encore une fois, se trouve extrêmement isolée. On a vraiment l'impression d'une Europe qui, malgré les flagorneries des médias dits mainstream, médias de grand chemin, n'a jamais été aussi divisée face au roc que représente à la fois la Russie, la Chine et même les États-Unis, c'est-à-dire ces grandes puissances. Ce qui n'est pas l'Europe. Elle n'a jamais été aussi divisée, mais
ces divisions c'est pas uniquement superficiel. Cette division, elle est très profonde. Et c'est intéressant de voir que les moqueries, pas toujours de très bon goût d'ailleurs, mais les moqueries contre Macron et même le couple Macron se multiplient à l'international. On a Complètement. ça. On n'a jamais vu ça. Imaginez les médias internationaux en 1962 se moquer du couple de Charles de Gaulle et Tante Yvonne. Et ça aurait été mais complètement hors de propos, ça aurait été surréaliste. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils prêtent le flanc quand même à ça. Et Totalement. bon, je pense qu'il y a aussi, alors c'est pas la seule explication, ça serait un peu là pour le coup, ça serait, moi aussi, si j'en faisais une explication centrale, je pourrais être coupable de superficialité, mais comment dire, je pense qu'il y a particulièrement dans toute cette classe dirigeante française. Vous savez que je me refuse à employer le mot d'élite dorénavant, surtout pour désigner ces gens-là. À une telle appellation. Il y a aussi l'effet retour d'une éducation et d'une formation intellectuelle et politique depuis une quarantaine d'années que tous ces gens-là ont reçu et qui plaçaient la notion de communication et même de com, vous savez, avec une apostrophe, par-dessus tout, comme étant capable de faire des miracles et de la magie. À force de faire de la com, ils prennent leur désir pour des réalités. Mais non, c'est au bout d'un moment, il y a le bluff, il y a le crédit, il y a tout ça, mais vient un moment où il faut payer comptant. Donc ça marche plus. Maintenant, Merz, sur l'affaire du Mercosur, c'est intéressant ça aussi. S'il refuse absolument les délais, s'il veut appliquer le Mercosur tout de suite, c'est parce que lui-même est pris à la gorge de son côté par son industrie. L'industrie allemande est à la peine, le patronat allemand hurle à la mort. Et ils ont besoin à tout prix de ce Mercosur pour vite faire des exportations, entre autres de bagnoles en direction du continent latino-américain. Donc ils en ont besoin parce que partout ailleurs les Chinois leur taillent des croupières. Vous voyez? Donc ils en ont un besoin mais vital, impératif, là maintenant tout de suite. Et ça aussi, on voit que les contradictions entre États européens sont poussées à leurs extrêmes, ce qui pousse les dirigeants à ne plus pouvoir s'accorder sur des solutions médianes convenant à tous. Il y a un côté, ça redevient le panier de crabes où tout le monde, on se bat les uns contre les autres ou même on est dans les étages inférieurs du Titanic où les gens se tapent dessus, se marchent dessus, s'entretuent pour avoir accès aux escaliers qui montent vers les ponts, pour éviter d'être pris dans les fonds du bateau quand il va couler. Et là-dessus, tout le monde est en quelque sorte dans son bon droit, entre guillemets. Et tout le monde a raison, entre guillemets aussi. Mais c'est une situation de ce genre, oui. C'est une situation de ce genre. Bien, Laurent, je vous propose, on va faire une très courte pause, qui est le petit bobino de cette émission, et on se retrouve tout de suite après ça. Ne bougez pas surtout. Nous avons besoin de vous. Vous êtes avec les bénévoles, ceux qui font vivre cette radio, et ce qui a porté justement ce dont on a besoin pour vivre. Alors aidez votre radio, car si vous voulez continuer à avoir des programmes de qualité qui ne sont pas ceux des grands médias de grand chemin, eh bien il faut en passer par l'aide et les dons à Radio Courtoisie. C'est essentiel et nous avons besoin de vous, chers auditeurs. Très bien. Eh bien, écoutez, on va revenir avec Laurent Henninger
dans cette émission du Libre Journal de géopolitique profonde sur le chaos occidental. Laurent, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Oui, absolument. Très bien. Alors, Laurent, j'aimerais que on voit un petit peu quelle est finalement la stratégie de Trump et en rapport, par exemple, avec ce qui est en train de se passer cette fois-ci en Iran. Est-ce que la stratégie de Trump, c'est celle d'accepter finalement, parce que sa puissance, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, elle n'a plus la possibilité et les moyens d'une domination mondiale. Accepte-t-elle donc finalement de revenir dans une espèce de précaré, déjà la doctrine Monroe au goût du jour, donc qui devient la doctrine Donroe pour le prénom de Donald, et qui s'étend à l'hémisphère occidental, ou bien est-ce qu'il y a, et à ce moment-là, en effet, c'est une évolution d'un monde multipolaire, d'un monde d'influence, d'un monde qui serait celui du retour d'un ordre westphalien. Mais un ordre westphalien, ça ne veut pas dire que tous les pays sont seulement indépendants et souverains. Il y a des jeux d'alliance, il y a des puissances qui se font face, et un monde qui serait pluriel, qui n'aurait plus ce que nous avons connu ces quelques dernières décennies, c'est-à-dire un monde unipolaire globaliste, mais un monde justement qui retrouverait une certaine multipolarité. Donc est-ce que Trump est dans cette logique, ou bien est-il toujours dans une logique désespérée, néo-impérialiste, un Trump de 2024 qui vous êtes posé la question de savoir s'il était en divorce actuellement avec ceux qui l'ont porté au pouvoir lors de ces dernières élections, c'est-à-dire le MAGA, et à ce moment-là, refaire à nouveau confiance aux néoconservateurs, aux nostalgiques de l'Empire américain. À votre avis, quand on voit ce qui se passe en Iran, sachant qu'on ne sait pas est-ce qu'il va ou non intervenir. Et d'ailleurs, selon qu'il y ait ou non intervention, est-ce que ça pourrait modifier votre analyse de ce qui est la stratégie? Et là, maintenant, on est vraiment sur la stratégie de Trump dans le monde. Moi, je pense pas. Je pense que la stratégie qu'il a, enfin, ou tout au moins la tactique qu'il adopte en ce moment à l'égard de l'Iran est tout à fait comparable à ce qu'il fait à l'égard sur l'affaire du Groenland ou sur l'affaire de l'OTAN, de l'Europe, de l'Ukraine et tout ça. C'est-à-dire que c'est un mélange de menaces, de coups de gueule, de théâtre grandiloquent et en même temps de négociations en douce, de manœuvres et de valses hésitations, mais qui est une valse hésitation parfaitement contrôlée, je pense. Parce qu'en fait, dans cette affaire sur l'Iran, c'est pas uniquement avec l'Iran qu'il est en train de négocier, entre guillemets, et de jouer, on va dire. C'est également avec Israël. Mmh. Et, oui. Parce que c'est inséparable de la question, en fait. Hein. C'est avec Israël et tout au moins avec Netanyahou. Qui en ce moment d'ailleurs balance des petits scuds contre Trump pour au moins comment dire rajouter au chaos interne aux États-Unis. Mmh. Comme quand il y a quelques jours, il y a eu une réunion, une grande réunion de ce qu'on appelle les dirigeants de ce qu'on appelle le lobby juif américain, L'AIPAC. où ils se sont vantés de façon assez ridicule et très vulgaire de contrôler l'ensemble de l'appareil politique américain, etc. Mmh. Bon, ce qui est une stratégie, une tactique tout au moins que moi j'estime très dangereuse parce que sur le court terme, ça peut produire des effets positifs pour eux, hein, pour Netanyahou. Mais sur le long terme, qui peut être très dangereuse parce qu'elle peut raviver un antisémitisme aux États-Unis qui ne demande qu'à sortir parce que je sais que les dirigeants israéliens et beaucoup d'autres gens qui les suivent n'ont cessé depuis
une cinquantaine d'années de brocarder ce qu'ils ont nommé, ce qu'ils considèrent comme ayant été l'antisémitisme traditionnel de la France, ce qui n'a jamais existé, véritablement en tout cas, alors que la France a été un pays globalement assez correct sur ces questions-là, hein. Même sous l'occupation, puisque les historiens ont bien montré que même s'il y avait des antisémites rabiques à Vichy, en réalité, le fond des fonctionnaires de l'État vichiste ont saboté les ordres de Vichy. En mettant les dossiers en dessous de la pile, etc., etc. Et finalement, ils ont sauvé énormément de monde, et ce qui est une très bonne chose. Mais cette histoire, enfin le jeu et le chantage à l'antisémitisme est, à mon avis, une stratégie pour le coup, non plus exactement une tactique qui stratégiquement est criminelle, selon moi. Criminelle et complètement irresponsable. Donc voilà. Mais effectivement, cette négociation sur l'Iran, alors là, pour le coup, c'est vraiment un jeu à trois, hein. Ouais. Et c'est inséparable des tensions qui existent actuellement aussi, alors beaucoup plus feutrées, beaucoup moins visibles et beaucoup moins théâtralisées pour l'instant que les autres, mais qui existent aussi entre Washington et Tel Aviv. Donc c'est un jeu complexe, et même les Russes aussi quelque part sont un quatrième joueur dans cette histoire qui est beaucoup plus en retrait, mais qui de temps en temps montre des signes de soutien à l'Iran. Russe et Chine. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Le pays qui soutient le plus l'Iran pour l'instant, et le plus clairement et avec le plus de constance, c'est la Chine. Tout à fait. C'est la Chine. Là, il y a encore il y a une déclaration de Xi Jinping il y a 2-3 jours, même pas d'ailleurs, je crois, disant qu'il allait renforcer les envois d'armes en Iran. Oui, l'Iran se tournant même vers la Chine sur la question nucléaire. On sait que la Russie ne souhaite pas que ce pays du seuil, qu'est l'Iran, accède à l'arme nucléaire, car ce serait nucléariser toute la région avec d'autres pays tels que l'Arabie Saoudite, tels que l'Égypte, tels que la Turquie, qui voudraient à ce moment-là très vite posséder l'arme nucléaire. Et ça, d'évidence, Poutine ne veut pas de cela. Par contre, la Chine n'est pas dans cette situation. Oui, mais Poutine ne veut pas de cela aussi pour de bonnes raisons. Enfin, bien sûr. Pour lui. C'est-à-dire que ça voudrait dire que tout le flanc sud de la Russie se nucléariserait. C'est ça. C'est un cauchemar pour les Russes, hein. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a une entente qui est plus complexe qu'on l'imagine, en effet, entre l'Iran et la Russie. Imaginez tout un Proche-Orient qui se nucléarise. Il est mitoyen, il serait mitoyen avec le couple infernal Inde-Pakistan, qui est déjà nucléarisé aussi. Donc là, c'est tout le flanc sud, et quand vous rajoutez la Chine au bout, vous avez tout le flanc sud de la Russie qui serait nucléarisé. C'est un cauchemar pour les Russes. Sachant qu'ils ont déjà ça en Europe, à l'ouest. Oui. On se moque souvent du complexe d'encerclement des Russes, mais c'est pas un fantasme pour les Russes, hein. C'est pas les Russes qui se font des idées. Il est réel. Ils sont réellement encerclés, au moins potentiellement, de toutes parts. Tout à fait. Donc voilà, il faut aussi se mettre dans la tête, même si on peut considérer que la Russie est un adversaire au moins potentiel, blablabla, ce que je ne pense pas pour ma part, mais on peut l'imaginer. Il ne faut pas non plus, encore une fois, se laisser prendre à son propre discours.
il faut aussi garder la tête froide et être capable de se mettre dans la tête de l'autre pour comprendre ce que l'autre peut penser, ressentir et percevoir. Vous voyez Sinon, on a une stratégie internationale, une stratégie d'autiste. Vous voyez et l'autisme, c'est l'un des pires péchés du stratège, si ce n'est le pire. Évidemment. Une auditrice, enfin un interlocuteur serein, objectif, parle de vous, Laurent, non idéologisé pour une analyse géopolitique en adéquation avec les événements actuels. La stratégie étonnante de Trump, ses buts sur son enracinement sur le continent américain et son verrouillement atlantique et pacifique, et sa liberté de passage mondiaux. Son analyse intègre tous les événements et les explique de façon cohérente, et ce, dans le contexte de la faiblesse des USA et de l'émergence des BRICS. Votre interlocuteur voit juste et compliment pour l'animateur. Merci, chère auditrice, pour le choix de ses interlocuteurs. Laurent Henninger, et que penser du Board of Peace? C'est ainsi, je suis désolé, je ne fais pas un anglicisme, c'est l'expression qu'on peut appeler comité de paix, que vient de fonder Trump, dont il serait lui-même président à vie. 1 milliard pour être membre permanent, sinon vous l'êtes pendant 3 ans. Des invitations à la discrétion de son président, Donald Trump en personne. Alors ça, comment vous l'intégrez justement dans votre schéma d'interprétation et de compréhension globale? Mon schéma d'interprétation globale intègre cela en se disant que c'est une nouvelle initiative de Trump, et les initiatives de Trump, elles sont alors soit elles peuvent être complètement bidons et être de la poudre aux yeux et destinées à l'être, mais il y en a aussi tout un tas d'autres initiatives de Trump qui sont tout à fait sérieuses, mais il faut se dire une chose, c'est que même quand elles sont sérieuses, étant donné qu'il en lance plein à la fois, il est tout à fait prêt à ce que certaines d'entre elles échouent. C'est pas grave. Je lance 10 initiatives. Là-dedans, il y en a 5 qui vont se casser la figure, mais c'est pas grave, j'en aurai 5 autres qui vont passer. Oui. Pas encore lesquels vont passer, lesquels vont être refusés, peu importe. Mais il lance des trucs dans tous les sens. Il y a aussi une saturation. Il y a eu aussi un effet de saturation diplomatique là-dedans, Oui. qui est stratégique, et c'est tout à fait intelligent. Alors, justement, un board of peace, comme vous dites. Moi, il y a un truc que j'ai entendu personne relever ces derniers temps, c'est qu'il y a un très grand acteur potentiel qui a complètement disparu des négociations, de tout ça, depuis quelque temps. Oui. L'ONU, on n'entend plus parler de l'ONU. Alors que, je ne sais pas, moi je suis naïf, on peut imaginer que dans des périodes de crise comme ça serait que l'ONU serait partout au premier rang. Il est complètement absent. On n'entend pas parler de lui. Si éventuellement une petite déclaration de principe sur le fait que c'est pas bien d'avoir fait ça au Venezuela. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas bien d'avoir fait ça au Venezuela d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est fait. Et là, on dit que l'OTAN risque d'être une victime de cette crise actuelle. Ce que pour ma part je souhaite d'ailleurs, parce que l'OTAN est une structure néfaste et pas forcément, mais vraiment pas. Enfin, moi, je suis rien du tout, mais je verserai aucune larme si l'OTAN explose et signe son arrêt de mort. Voilà. Mais l'OTAN risque de disparaître ou d'être réduit à une coquille vide. Il y a aussi cette possibilité-là. C'est-à-dire que formellement, il continue à exister, mais qu'en fait,
tout se fait en dehors de lui et sans lui. Mais il y a une autre institution, du coup, qui risque de subir le même sort, c'est l'ONU. Avec un secrétaire général d'ailleurs de l'ONU qui ne s'est pas déplacé à Davos. Hein. Eh oui, eh oui. Donc, mais imaginez la situation où Trump, sur un coup de gueule, décide d'expulser l'ONU de New York. L'ONU devrait déménager en catastrophe avec des tonnes et des milliers de tonnes de dossiers, de documents, etc. Trouver, trouver une location à bas prix rapidement sous les toits dans je ne sais trop quelle capitale. Mais avec Trump, je vois bien un coup de gueule de ce genre dans les semaines à venir. Hein, pourquoi pas? Si l'ONU continue à se taire, Trump sera ravi et ne dira rien et ne fera rien. Mais comment dire, si l'ONU essaye un coup de force médiatico-politique pour essayer de revenir sur le devant de la scène, il ne serait pas impossible que Trump lui intime l'ordre de la boucler et le menace soit de quitter l'ONU, soit de quelque chose de genre. C'est parfaitement possible. Il y a une évolution du droit international avec ce qui est en train de se passer. Ben, oui, alors cette question du droit international, je la connais assez peu parce que c'est un domaine en soi. Il faut vraiment être un spécialiste du droit déjà à la base, du droit tout court, pour s'y connaître un peu. Et c'est vraiment pas mon cas. C'est une de mes nombreuses faiblesses, je l'avoue. Mais on peut supposer que oui, déjà, si le système mondial redevient westphalien, ça impliquera. Alors là aussi, pour moi, ça serait une bonne chose parce que ça impliquera effectivement un peu plus de guerres et de conflits locaux pendant un certain temps, mais ça nécessitera aussi une remise sur le devant de la scène d'un autre art intellectuel et politique qui est un petit peu mis sous le boisseau depuis pas mal d'années, qui est la diplomatie, la vraie diplomatie. Ouais. Vous voyez, et ça serait une très bonne chose que la diplomatie à l'ancienne, véritable, revienne sur le devant de la scène. Ça, je serais tout à fait favorable à ça. Là, on en est loin. Pour le coup, on en est loin, que ce soit l'instant, même... oui. Pour l'instant, oui, mais parce que justement, comment dire, la dislocation du dispositif actuel est en cours, donc on en est encore loin. Mais imaginez que le dispositif en cours parvienne à son objectif. Ça créera de fait une situation où la diplomatie pourra retrouver ses droits et sa place. Voilà, donc ça, c'est pas une mauvaise chose. De toute façon, vous savez, il faut se dire aussi un truc, c'est que quand il y a des crises comme ça, c'est que elles ont de bonnes raisons d'exister aussi. Et ça veut dire que l'ordre actuel est pourri, l'ordre actuel est complètement, comment dire, taraudé par les vers. L'édifice s'écroule, quoi. La maison s'écroule, les fondations ont été, les poutres ont été bouffées par les vers. Le sous-sol de l'immeuble est devenu complètement instable par les infiltrations d'eau. Donc, l'immeuble va s'écrouler, et puis tant pis, et puis c'est triste, et puis c'est pas rigolo du tout pour les gens qui vivent ça, hein. Mais au moins ça va permettre de clarifier les choses. Il ne faut pas chercher à sauver
un bateau qui est en train de couler complètement. Il faut sauver les gens, les passagers, oui, bien sûr. Mais le bateau lui-même est rongé par les vers et voilà. Et c'est le cas de l'ordre international actuel, hein. Enfin, tel qu'il a été depuis ces 80 dernières années. Mhm. Alors c'est vrai que c'était pris des coups dans la figure, cet ordre international, avec la chute de l'URSS, des pays communistes et tout ça. Mais il y a encore d'autres événements tout aussi importants qui sont produits depuis et qui ont accéléré le processus. Mhm. Voilà, alors maintenant, est-ce que... il y a encore plein de questions qui se posent, hein, bien sûr, on ne sait pas exactement où on va, ça peut déraper, oui, ça peut déraper localement ou globalement, ça aussi on ne sait pas. Je ne crois pas à un dérapage véritablement global, hein. Un dérapage local ou une multiplicité de localités, oui. Mais Aucun des conflits actuels, à votre avis, a un potentiel mondial, l'Iran ou l'Ukraine? ben, ils en ont tous. Ils en ont tous des potentiels dans cette direction. Mhm. En particulier l'Ukraine. Ou Taïwan, d'ailleurs. Oui, alors Taïwan, moi je l'avais dit récemment sur les antennes de GPTV où vous m'aviez invité également, je ne crois pas à une tentative chinoise de récupérer Taïwan. J'y crois pas. Ouais. Je pense que les Chinois font énormément de gesticulation, ils parlent très fort, c'est très théâtral, c'est très spectaculaire, mais je pense que c'est de l'esbrouf. Ils font du Trump là pour le coup. Ils font, je pense, hein, je peux me tromper. L'autre jour, je me suis pris le bec en privé, enfin pris le bec gentiment. Hein, c'était une engueulade de copain. Mhm. Très bon ami, qui est lui aussi un très très bon connaisseur. Enfin, surtout lui d'ailleurs, plus encore que moi, des questions stratégiques contemporaines. Lui, Mhm. bon, moi pas. J'arrive pas à y croire à cette idée d'invasion brusque. Oui, par la Chine de Taïwan. Mhm. Sur Taïwan. Mais c'est peut-être moi qui ai tort, hein, on verra. Mais non, Taïwan, pour que ça dégénère en conflit mondial, planétaire, avec échange nucléaire global et destruction de la civilisation humaine, non, je vois pas Taïwan. L'Iran, non plus, non plus. Pour l'instant, je vois guère que toute l'affaire ukrainienne et par extension européenne, qui soit porteuse d'une telle éventualité. Mais qu'elle soit porteuse d'une telle éventualité ne veut pas dire que ça va nécessairement se produire, hein. Donc, n'est pas ni vous ni moi d'ailleurs ne sommes Madame Irma, on lit pas dans le Non. marché ou dans les boules de cristal. On peut juste émettre des hypothèses plus ou moins réalistes et plus ou moins possibles. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant et en plus il y a les considérations économiques qui se rajoutent à tout ça. Alors, oui, économique et financière, Et d'ailleurs. financière, bien sûr, bien sûr. Donc Est-ce que c'est la faille américaine principale, sa dette, le fait que dernièrement, eh bien, Trump avait menacé les Européens de ne surtout pas jouer avec la dette américaine et la tentation des Européens, justement, de tenir en respect les États-Unis par rapport au Groenland, par exemple, ou par rapport aux droits de douane, en vendant des obligations américaines qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. écoutez, là aussi, c'est après le droit, c'est l'économie et les finances qui sont mon autre grand point faible. Mais attendez, bougez pas, on sonne à la porte. Je suis obligé de vous 2 secondes. Eh ben, alors, pendant que Laurent Henninger va répondre
et que quelqu'un donc frappe à sa porte, je détiens, hein, comme chaque samedi matin, le quatrain de notre ami Michel Dumas. Et le quatrain de Michel Dumas, il résume, il ramasse ce que nous avons dit jusqu'à présent dans cette émission, dans ce livre journal de géopolitique profonde sur le chaos occidental. Et je vous le livre. Grenier d'Europe en feu, terre verte glacée. Venez élus, et là, fort crack gagnant placé. Oncle Sam réveillant l'Occident déclassé pour les cartes rebattre et la bête enlacée. Voilà le quatrain de Michel Dumas. Alors on attend le retour de Laurent Henninger. J'étais sur le questionnement finalement financier, parce que parmi les fragilités américaines qui fait que l'Amérique n'a plus nécessairement les moyens de son impérialisme, néo-impérialisme, vient du fait qu'elle est un pays qui est, sur le plan économique et financier, en grande difficulté. Et ce n'est pas, et c'est loin d'être le seul problème que rencontre aujourd'hui l'Amérique de Trump. L'Amérique de Trump, eh bien, rencontre aussi les problèmes, par exemple, de conflits intérieurs. On a pu le voir dernièrement encore à Minneapolis, dans le Minnesota, avec des conflits extrêmement violents entre milices gauchistes contre ICE, c'est-à-dire cette nouvelle police de l'immigration voulue par Donald Trump, avec des conflits qui font penser parfois pratiquement à un phénomène de guerre civile. Eh bien ça, c'est quelque chose que l'on rencontre et qui explique aussi que l'Amérique de Trump est une Amérique aujourd'hui fragilisée, peut-être un colosse au pied d'argile. C'est vrai pour ce thème de la guerre civile. C'est vrai aussi j'ai envie de dire, l'armée américaine. L'armée américaine n'est peut-être plus ce qu'elle était, malgré des capitaux gigantesques qui sont engouffrés dans ce tonneau des Danaïdes qu'est le Pentagone qui vient d'ailleurs de modifier encore sa doctrine stratégique et qui fait de la Russie un ennemi permanent. Ce qui montre que finalement, il y a ce que fait Trump, il y a ce qu'on lui prête, ce que l'on spécule, et puis il y a une réalité aussi, qui est des fois tout à fait différente. Laurent, vous êtes revenu ? Oui, désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Donc, écoutez, j'étais en train de résumer un petit peu les points de faiblesse des États-Unis, non seulement sur le plan de la dette, mais aussi de guerre civile potentielle avec ce qui se passe dans le Minnesota, avec le problème migratoire. Donc, un ensemble de faiblesses, on va dire. Ça, je suis complètement d'accord. Leur économie et leurs finances, de ce que je lis et de ce que je suis capable de comprendre un peu partout, leur économie présente à la fois des signes de bonne santé et des signes de détérioration très grave, d'une part. D'autre part, oui, je suis d'accord avec vous, il y a un vrai risque de guerre civile et là aussi j'en parlais avec ce même ami récemment et effectivement, on voit pas à l'avenir, quelle que soit la tournure que prennent les événements prochainement, on ne voit pas comment les États-Unis vont pouvoir éviter une guerre civile. Oui. On ne voit pas comment. Et puis, parce que la société est complètement fractionnée, divisée, non seulement économiquement, puisqu'il y a des pans entiers du peuple américain qui vivent dans le tiers-monde maintenant, Mm-hmm. qui vivent dans le tiers-monde. Il y a certains coins des États-Unis, c'est Calcutta. Faut pas se leurrer avec la misère absolue, les gens clochardisés au dernier stade et la drogue par là-dessus. Et puis au niveau des idées aussi, c'est pas uniquement la question du wokisme, parce que ça quelque part, c'est vrai que ça fracture la population, mais ça ne touche pas encore véritablement sa vie physique.
quotidienne. Et puis, la classe politique américaine qui est très divisée également, le fait que les États-Unis ont dans leur culture nationale et leur culture populaire une tradition très ancienne de violence. Hein, imaginez une guerre civile dans un pays où il y a des flingues partout qui se baladent. Hein, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et ça ne serait pas une guerre civile comparable à la guerre de sécession. Hein. Il ne faut surtout pas faire une comparaison avec la guerre de sécession Nord-Sud dans les années 1860, parce que ça n'aura rien à voir. Là, la guerre de sécession, c'était une guerre qui, d'une certaine façon, était claire et nette, au moins d'un point de vue spatial. Vous aviez les États du Sud, les États en gris sur les cartes, hein, et puis les États du Nord en bleu sur les cartes. Qui se sont battus dans une guerre traditionnelle avec un front et tout ça pendant 4 ans. Ok, là, ça ne serait pas la même chose. Ça serait une guerre complètement bordélique dans tous les sens, chaotique. Il faudrait plutôt comparer ça en manifestation spatiale comme en manifestation humaine et en degré d'horreur à ce qu'a été la guerre civile syrienne dans les années 2010. Vous voyez? Oui. Ou aussi... à ce point. Yougoslave dans les années 90, mais plutôt la guerre civile syrienne, qui serait ce qui s'en rapproche le plus. Ou ce que fut, pour les historiens, ils comprendront ce que je veux dire, ou ce que fut la guerre civile russe entre 1918 et 1922, qui a été une des guerres civiles les plus atroces de toute l'histoire, et de tous les côtés. Je pense qu'aux États-Unis, avec non seulement le nombre de flingues, le degré de haine et le degré de folie d'une partie de la population et même des oligarchies dirigeantes, où ils aiment la violence, manifestement. Un pays qui compte autant de psychopathes et de serial killers, dans un cas comme ça, s'en donnerait à cœur joie. Oui. Et puis, il y a aussi le fait, comme vous le rappeliez au moment où je revenais, que la puissance militaire américaine n'est plus ce qu'elle a été. Alors voilà, ça j'en ai pas. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué avec entre autres le dernier livre de Sylvain Ferreira sur le sujet, sur la perte de puissance militaire américaine. Oui. Mais elle est tout à fait réelle. Elle est tout à fait réelle. À la fois, ils ont encore une puissance monumentale. Oui, c'est vrai, une puissance de feu monumentale. Ils ont un complexe de reconnaissance frappe, comme on dit maintenant dans le jargon des spécialistes, qui reste encore pour l'instant inégalé avec les satellites, les drones, les avions de reconnaissance et des avions et des bateaux répartis sur l'ensemble de la planète. Ils peuvent frapper partout, ou presque partout, en très peu de temps. Oui. C'est très fort. Mais là aussi, il y a des... Et puis, c'est vrai aussi qu'ils ont un nombre d'ogives nucléaires et de missiles qui peut encore servir. Oui. Qui peut mettre à la planète, qui peut vitrifier la planète. Bien sûr. Dont ils peuvent se servir dans une guerre civile. Ah, vous voyez ça possible? C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Dans une guerre civile, oui, ils peuvent. Vous savez, dans la guerre civile yougoslave, quand on voit le début de la guerre civile yougoslave dans les années 90, on s'aperçoit que les premières opérations de tous les côtés, dans tous les camps, ça a été de mettre la main sur les stocks d'armes qu'il y avait dans leur région. Et qui étaient des héritages de la Yougoslavie de Tito, qui était prête à mener une guerre populaire de guérilla sur l'ensemble du territoire pour le cas où il serait envahi, soit par les Russes, parce que Tito se voulait neutre entre les deux. Bien sûr. Mais immédiatement, tout le monde s'est rué sur les endroits où les armes étaient stockées et les usines d'armement. Ça a été vraiment l'enjeu premier de la guerre. On peut supposer que dans une guerre civile de ce genre, pas mal de gens essaieront de récupérer des ogives. Ça sera difficile, mais ça sera possible. L'armée américaine est pas dans un très bon état. Même
leurs matériels qui sont encore bons ne sont plus aussi... ne peuvent plus régner sans partage sur un champ de bataille, puisque maintenant il commence à apparaître des puissances militaires qui produisent des armements qui peuvent tenir la dragée haute, voire plus, face aux armements américains. À une époque, c'était facile, hein. Les avions américains descendaient ce qu'ils voulaient. Les missiles américains allaient où ils voulaient. Les blindés américains allaient où ils voulaient. Mhm. C'est plus possible maintenant. Bon. Malgré les investissements considérables. Malgré les investissements considérables. D'une part, parce que la bureaucratie du Pentagone est de plus en plus inefficace et parasitaire, mais également parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les grandes firmes d'armement qui composent ce fameux complexe militaro-industriel détournent une partie de cet argent et s'enrichissent indûment. D'autre part, parce que dans l'armée, il y a des fractures dans la troupe, des fractures gigantesques, à tous égards, aussi bien des haines raciales ou tout ça, ou politiques, que des gangs qui vérolent complètement l'armée, des gangs de soldats ou de marins, hein, Mhm. dans les unités. Il y a des choses de genre, il y a le fait que j'avais vu que les chantiers navals ont des problèmes considérables pour produire rapidement des navires de qualité, c'est-à-dire qu'ils soient bien montés, bien fabriqués. Alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais la puissance militaire et industrielle de l'Amérique reste considérable, mais avec des faiblesses et des fractures de plus en plus importantes. Donc, ils ne peuvent plus se permettre ce qu'ils auraient pu se permettre dans les années 50, 60, 70 ou même 80. Mmh. Mmh. Ah, Alors, Laurent, le problème, c'est que les questions m'arrivent au dernier moment. Il ne reste plus que 2 minutes, donc on termine cette émission. Un auditeur, merci pour ces très intéressants éclairages. Effectivement, de nombreuses personnes qui ont comme base de réflexion géopolitique un choix binaire, Trump est idiot ou Trump est méchant, ne comprennent rien. Trump a quelques caractéristiques que vous illustrez bien. Il est américain, il n'a pas peur du non. Donc, n'a aucun état d'âme sur ses initiatives. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Il connaît les gens, vraiment. C'est un showman qui a fait les métiers les plus féroces au monde. Présentateur TV, patron de casino immobilier à New York et président des États-Unis. Il a une notion viscérale de l'argent. Il sait rebondir de nulle part et il a une mémoire d'éléphant sur les offenses. Il sait exactement l'effet de ses postures et les cartes qu'il a en main, dont la puissance et l'image de la puissance. Excellent résumé, je trouve, oui, de notre auditeur. Magnifique. tout à fait. Ouais. Alors, on a Françoise qui nous fait un long message et j'ai pas le temps, je suis désolé, Françoise, il ne reste plus qu'une minute. Votre invité parle enfin d'Israël et de Netanyahou. Ne pensez-vous pas que les allers-retours de Trump, je tourne à gauche, je tourne à droite, est une tactique sioniste? Ça peut. Je ne sais pas s'il existe des tactiques sionistes. Oui. Je ne pense pas que Trump soit une marionnette des sionistes, entre guillemets, comme ça s'appelle. Je pense vraiment pas qu'il soit une de leurs marionnettes. Et puis, je pense plutôt que c'est une tactique pour ne pas se laisser embobiner par les, toujours entre guillemets, sionistes. Voilà, tout à fait. Parce qu'il n'est pas, là aussi, il n'a pas d'attache, hein, Trump. Hein. Il a lui-même. Hein. Exactement. Écoutez, mon cher Laurent, cette émission s'achève. Je vais vous laisser, non sans vous remercier pour les éclairages, en effet extrêmement intéressants qui furent les vôtres. On a balayé absolument toute la situation géopolitique internationale, à grands traits, certes,
mais nous n'avions qu'1 heure et demie. Merci beaucoup Laurent, de cette participation à ce libre journal de géopolitique profonde sur la crise justement et le chaos occidental. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.